Donc, Céline m'a demandé de parler un petit peu des projets auxquels j'ai participé depuis une vingtaine d'années à propos enfin, qui utilisent le tactile et l'audio. En fait, on a fait plusieurs projets. Enfin, en particulier, je vais parler d'un projet qui a été fait entre 2001 et 2005, quelque chose comme ça. Et puis, des activités que j'avais eues à ce moment-là. Et puis, après, bon, pour des raisons de financement et d'intérêts divers, j'ai un peu arrêté ces projets-là et ça a repris il y a quelques années avec une collaboration avec l'association Les Doigts qui rêvent, qui est un éditeur, en fait, un éditeur associatif d'objets, de livres tactiles. Alors, donc on avait commencé à la fin des années 90, en fait, j'avais commencé à essayer d'adapter des jeux vidéo du commerce pour qu'ils puissent être utilisés par des enfants aveugles. Et donc, bon, je m'étais interrogé sur les modalités tactiles qui étaient utilisées par les personnes aveugles à ce moment-là. Donc, on avait les afficheurs braille, on avait les planches tactiles. Alors, je reviendrai un petit peu après là-dessus. Et puis, différents types de contacteurs sur lesquels, quand il s'agissait de les utiliser avec des enfants aveugles, on pouvait coller des trucs. Ou là, sur celle qui est présentée sur l'écran en bas, là, voilà, on a collé des petites pastilles. On collait aussi du cerne-plomb, là, heureusement, c'est plus en plomb, mais voilà, c'est plutôt en cire maintenant, voilà, des bâtonnets de cire là, à qui on peut donner une certaine forme. Et puis on avait même ça, le gros truc rouge au milieu, là, c'était une collègue en Suède là, qui avait carrément cousu une espèce de housse pour avoir un truc en tissu autour du contacteur. Et donc ça, c'était les modalités qu'on utilisait. Bon, j'ai mis les modalités utilisées pour les aveugles sur ce slide-là, c'est pas tellement pertinent, c'est plutôt les modalités tactiles auxquelles on avait accès à ce moment-là. Et dans les premiers exemples qu'on a fait, on s'est comme l'idée, je vous disais, c'était de partir de trucs existants, hein, de livres, en particulier de jeux vidéo sur CD existants. Il y avait des interfaces graphiques et je m'étais dit au départ que la première idée, c'était de balancer l'interface graphique sur l'écran, sur une feuille tactile, et puis enfin de représenter, voilà. Et donc en fait ça marchait pas très bien parce que on arrive tout de suite à un problème qui est à quoi correspond, comment ça marche, ça, j'arrive pas à changer de page. Non, ça, pas... Voilà. À quoi va correspondre lorsqu'on fait un dessin d'une image tactile pour qu'on fait un dessin et qu'on l'imprime en relief avec un procédé de genre Zytec ou même avec des filaments en fibre. Si je fais une silhouette qui correspond à une image habituelle, à une image auquel les voyants ont l'habitude, eh bien, il y a assez peu de chances finalement qu'un enfant aveugle puisse le reconnaître. Là, j'ai montré sur l'écran un dessin que j'ai fait au stylo sur une feuille de papier en une dizaine de coups de crayon. Et à peu près tous les voyants ici vont reconnaître ce que j'ai voulu représenter. Par contre, si je le mettais en relief et que je présentais ça à des enfants aveugles, je pense qu'il y en aurait à peu près 0 qui pourraient reconnaître que c'est un chat, parce qu'il y a tout un tas de conventions des représentations visuelles qu'ils n'ont pas. Parce que d'une part, ils n'ont pas eu accès à énormément de ressources tactiles de ce type pendant leur scolarité, et puis aussi parce que cette représentation-là, en fait, la représentation de ce type-là, la représentation, disons, figurative,
elle correspond plus ou moins, même si c'est schématisé, etc., mais enfin, elle correspond plus ou moins à une projection plane de ce qu'on perçoit avec notre modalité habituelle, principale, qui est la vue à 80%. Donc, si un chat, lorsque je le vois, ben, le dessin que j'ai fait là, même s'il est schématisé, bon, il va quand même correspondre un petit peu à la vue projetée. Et plus le dessin est fin, évidemment, plus c'est vrai. Or, pour un enfant aveugle, bah, la représentation qu'il a d'un chat, ça n'a rien à voir avec ça. Même s'il le touche, ça n'aura aucun rapport avec ça. Voilà. Et donc, du coup, alors, il y a eu d'autres travaux qui ont été faits là-dessus. Donc, c'est là que je souffre de ne pas avoir eu le temps de faire des diaporamas parce que, évidemment, ça aurait été plus simple. Mais voilà, il y a des travaux en particulier d'Edouard Jantaz au départ, et d'Yvette Atwell, qui ont montré un certain nombre de choses là-dessus. J'avais une photo aussi d'un lion représenté de 3 façons. Alors j'ai peur que je ne puisse pas facilement switcher de... Si je fais ça... Est-ce que vous voyez mes lions là? Oui, on voit. C'est un peu long comme changement ou c'est rapide? Non, ça a été rapide. Bon, bah ça va. Ok, voilà. Donc ça c'est pareil. Ici, c'est un lion qui a été fait avec trois technologies différentes. Au milieu, on a du thermoforme. À droite, c'est une ligne qui va être simplement mise en relief avec un procédé de type Zytec. Impression en relief, papier Minolta là. Et puis, enfin, c'est pas impression en relief, c'est l'impression qui est chauffée, qui va faire mettre les lignes en relief. Et puis, à gauche, eh ben, c'est ce que fait plutôt les doigts qui rêvent, c'est-à-dire une représentation à base de textures qui sont découpées et collées sur une feuille de façon représentative. Mais même cette représentation avec des textures, si au moins on va retrouver la fourrure, évidemment, bon, la blague que je fais à chaque fois là, sur ce type de truc, c'est que ce qui est le plus difficile, c'est d'attraper un lion pour lui prendre un petit bout de fourrure. Mais même si ça représente si ça représente tactilement une fourrure, malgré tout, bon, il y a assez peu de chances que ça puisse être représenté. Alors c'est ce qu'on avait eu dans ce dont on s'était aperçu dès le début quand on a commencé à travailler sur ces trucs-là, sur ces projets-là. Alors, et donc effectivement, j'avais fait un premier, un des premiers jeux que j'avais adapté en 97, je crois, ou 98, là, c'était Petit ours brun. C'était des histoires de petits ours bruns, enfin des petits jeux à partir de basés sur l'histoire de Petit ours brun. Et donc, on avait fait un overlay, une feuille en relief, là, et sur cet overlay, vous pouvez voir 4 ours. Il y a Petit ours brun, sa sœur, son père et sa mère, en gros. Puis bon, principalement. Et en fait, là-dedans, bah, à peu près aucun gamin aveugle n'était capable de reconnaître que c'était un ours, évidemment. Par contre, une fois qu'on leur avait dit, c'était assez marrant, une fois qu'on leur avait dit, la fois d'après, ou quand quelqu'un d'autre arrivait, par exemple, je disais, tiens, c'est maman ours, tu peux sentir les plis de sa robe. Et quand il le montrait à quelqu'un d'autre, immédiatement, ah, regarde, c'est maman ours, tu vois, il y a les plis de sa robe, etc. Donc, il reprenait une caractéristique qui était que je leur avais dit, si vous voulez, et puis qu'ils avaient associé à ça. Alors après, on est sorti de ces types de représentations en fait très très vite, et pour des représentations qui utilisaient plutôt les textures, mais c'est pareil, là, bon, ça c'est un peu la même idée que tout à l'heure.
Hein, là, mais ce n'est pas pour le même jeu. On a plutôt des textures qui rappellent un petit peu l'objet. Malgré tout, on essaye d'avoir la forme de l'animal pour que ce soit accessible à ceux qui voient autour, aux parents, aux enfants, aux copains, etc. Bon, voilà, alors je vais passer. Donc voilà, j'avais fait tout un tas de. Ça, c'est le premier que j'avais fait en 96, l'univers de Pomme d'Api, où justement on avait plusieurs représentations qui avaient été faites. En fait, la première, voilà, ça c'est la toute première. C'est une représentation que j'avais faite avec des gommettes en mousse, avec des morceaux de mousse découpés, en fait, qui correspondaient à l'interface du jeu au départ. C'est simplement une interface pour déclencher des choses, hein. C'est pas très compliqué comme interface. La seule chose, c'est que dans le jeu original, il y avait dans la partie du milieu, vous pouvez afficher une image ou afficher du son ou une vidéo, mais et donc en fait l'interface tactile, elle faisait à peu près la même chose en reprenant les mêmes objets. Bon, alors ça, c'est un truc que j'avais fait de façon complètement artisanale à la main. J'avais essayé par la suite, comme on avait eu un financement avec l'association des parents d'enfants aveugles et puis la Fédération des aveugles de France, enfin, c'est ça, c'est la Fédération des aveugles de France. J'avais travaillé avec la NPEA et puis on avait eu un financement de la Fédération des aveugles de France pour faire quelques exemplaires. Bon, on l'a diffusé à, je sais pas, 20 ou 50, quelque chose comme ça. Enfin, on en avait fait très peu de ces objets-là. Et donc, on s'était dit, on va faire ça plutôt d'une façon qu'on puisse reproduire. Et donc, on a utilisé ce fameux procédé de mise en relief de documents imprimés. Et en fait, c'était marrant, les gamins qui avaient déjà touché au prototype en mousse n'ont jamais voulu toucher à celui-là. Par contre, ceux qui n'avaient jamais connu l'autre, évidemment, avaient trouvé l'intérêt dans le jeu et pouvaient l'utiliser. Et puis par la suite, avec les doigts qui rêvent, on a fait une interface beaucoup plus riche avec des textures découpées et collées. Aux doigts qui rêvent, ils ont plusieurs centaines de textures en réserve. Voilà, et donc ça permettait d'avoir une interface qui avait un petit peu plus intéressé les enfants. Bon, alors voilà, donc ça c'était les premiers projets qu'on a fait. Et par la suite, on a eu, donc ça a été fait en fait entre guillemets, c'était pas un projet financé, c'était simplement une activité que j'avais en tant qu'enseignant-chercheur. Et puis, par la suite, sur la base de ça, on a fait un premier projet qui s'appelait TIM, Tactile Interactive Multimedia Computer Games for Visually Impaired Children. Je crois que c'était ça le titre. Et ce premier projet, donc, qui consistait à vouloir proposer une méthode pour créer des jeux qui soient, alors non plus non pas en essayant justement de prendre un jeu existant du commerce et puis de le présenter pour d'en faire une adaptation pour des enfants aveugles, mais qui consistait plutôt à proposer une abstraction à proposer des scénarios de jeu dans lesquels le scénario était abstrait des ressources visuelles, enfin des ressources en général. En gros, l'idée, c'était de dire qu'on voulait des jeux qui étaient indépendants des modalités. Donc, on avait un scénario abstrait avec je voulais faire un langage. Finalement, ça a été, on s'est basé sur un langage existant, c'était Python, mais dans lequel on manipulait des objets. Et en fait, l'idée, c'était donc d'avoir un scénario de jeu qui était indépendant des modalités et avec des feuilles de style qui associaient à chaque objet du jeu un certain nombre de modalités, un certain nombre de ressources physiques, visuelles, audio, etc.
de façon à ce que lorsqu'un objet apparaissait dans le jeu, hein, il ne soit pas associé systématiquement à sa version visuelle, mais il est une existence abstraite. Et puis ensuite, on disait, ben voilà, enfin, il y avait un certain nombre d'actions possibles sur ça. Et puis ensuite, selon les modalités utilisées par le joueur, hein, eh bien, on le présentait avec telle ou telle ressource. Voilà, donc ça a été l'objet du projet Team. Et puis, ça avait été, et donc cette idée était vraiment de... Il me semble que dans ce que Céline m'a dit, là, des idées qu'elle a actuellement, il y a des choses quand même qui ne sont pas complètement éloignées sur cette idée d'avoir des objets qui peuvent être déclinés sur des modalités différentes, etc., avec un langage facile à utiliser. Alors, voilà, après, on a fait d'autres jeux. Et alors, il y a une autre chose dont on s'est rendu compte sur un autre jeu. Alors, mais par contre, je voudrais... Voilà, c'était le projet Team. Ah oui, voilà, ça, c'était un des jeux avec Gabriel, là. Voilà, on avait fait ce jeu-là, c'était Lapin Malin. Alors bon, il faut dire ce qui est. Lapin Malin, ça fait pas partie. C'est dans les jeux vidéo, il y a les jeux qui sont choisis par les enfants et les jeux qui sont choisis par les parents. Bon, Lapin Malin, c'est clairement les jeux qui sont choisis par les parents. C'est pas bon. À l'époque, on avait travaillé avec ça, mais en revenant dessus, je me dis que c'était quand même pas folichon comme jeu. Mais bon, et donc dans ce jeu-là, il y avait un certain nombre d'activités. On avait voulu proposer des adaptations de ces activités. Et donc, on avait repris toutes les ressources du jeu. On avait eu un contact avec l'éditeur qui nous avait donné les fichiers ressources du jeu. On avait eu accès à l'ensemble de ce dont on avait besoin. Et puis, on avait créé avec les doigts qui rêvent une interface. Donc, sur la photo, on voit à gauche l'interface graphique classique et sur la droite, l'interface qu'on avait développée avec les doigts qui rêvent sur une feuille de plastique sur lesquelles sont collées des choses. Et tout ça se mettant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai dit que j'allais en parler, je ne l'ai pas fait, sur cette planche tactile qui s'appelait Concept Keyboard. Ça a été un petit peu utilisé au début fin des années 90, début des années 2000. Bon, il y avait 2-3 modèles. Les Suédois avaient un modèle comme ça, un peu plus robuste, en bois, beaucoup plus joli, mais beaucoup plus cher. Et donc qui permettait de placer des feuilles, des overlays, on appelait ça, sur l'appareil, et cet appareil envoyait à l'ordinateur la localisation de l'endroit où on avait touché. C'était assez grossier, puisqu'il y avait 128 ou 256 cases selon bon, je crois que c'était 128 ou 256 cases, il devait y avoir un réglage. Qu'on recevait sur un port série, donc ça existe depuis longtemps, c'est port série. Voilà. Et donc on avait développé ce jeu et on avait réussi, alors sur le jeu Lapin Malin Maternelle 1, il y a 9 activités et en fait on en avait développé 4 ou 5. Alors on avait eu au départ un gros brainstorming dans lequel on avait fini par trouver des idées pour utiliser les ressources des 9 activités pour faire 9 jeux. Mais en fait, on s'est rendu compte que dans la moitié des cas, ça n'avait plus rien à voir avec le jeu original. Et donc, on s'est dit, ben non, si on fait une adaptation, quand on fait une adaptation d'un jeu, si on prend les mêmes ressources mais qu'on le modifie complètement, c'est plus vraiment une adaptation. Donc, on avait éliminé ça. Et on avait essayé de conserver des jeux. Donc, voilà, il y en avait un, c'était un memory sonore dans lequel on avait, par exemple, pour le memory sonore, c'était un memory sonore un peu particulier parce qu'il fallait faire des paires entre un jouet, le son d'un bébé et le son de son parent, sa maman, son papa. Voilà, donc c'était pas exactement le même son. Et donc voilà, avec cette interface, on avait ça. Et ça avait assez bien marché. C'est-à-dire qu'on avait une interface qui permettait vraiment d'implémenter la même activité. Et on l'a testé dans des écoles. On était à Angers, à Monteclair, à Toulouse, voilà, différents endroits. On avait fait des tests et en fait, ce qui se passait, c'est que les enfants de 4-6 ans là, qui avaient
fait le test, ils faisaient le test, ils jouaient, ils disaient, ah bah tiens, ils arrivaient à faire matcher les paires, ils réussissaient à faire le jeu. Et puis, au bout d'un petit moment, quand ils avaient fini l'activité, ils disaient, bon, bah, c'est fini, on a fini le test, je peux aller jouer. Donc ça, évidemment, c'est un peu une claque dans la figure, puisque c'était censé être un jeu. Et donc, on s'était rendu compte que oui, c'était pas le tout de travailler sur l'interaction, mais qu'il fallait aussi rajouter du contenu parce qu'il leur manquait tout le contenu visuel. Et donc, pour terminer cette partie-là, on avait en fait travaillé avec un auteur jeunesse qui avait rédigé des textes qu'on avait enregistrés au studio, dans un studio spécialisé qui est juste derrière l'INJA, avec des anciens élèves de l'INJA qui travaillent là, et puis des acteurs professionnels qui avaient enregistré les sons. Parce que dans le premier, les sons, les voix, etc., c'était le développeur qui avait mis un micro sur son PC, c'était vraiment pas terrible. Et en fait, voilà, un an après, le temps qu'on fasse tout ça, on avait reproposé le jeu dans les mêmes écoles, et là, les gamins, ils voulaient l'emmener chez eux. C'était un petit peu plus gratifiant pour nous. Voilà, c'était des jeux, des textes de ce type-là. La maman, quand il avait réussi à ce que le poulain et la jument soient ensemble, la maman est ravie, le bébé aussi, la jument et son poulain vont se faire plein de câlins. Voilà ce qu'elle avait écrit. Et puis, en plus, c'était le même type de livre, de vers pour chacun des animaux. Enfin, il y avait des allitérations, etc. C'était assez bien vu pour des enfants aveugles. Bien fait. Voilà, il fallait que les jeux soient adaptés. Alors bon, il reste plus que 5 minutes, donc je vais vite passer à la deuxième partie. Donc ça, on avait fait ça il y a quelques années, puis on avait donc publié quelques articles sur justement des recommandations sur l'adaptation des jeux et sur l'accessibilité des jeux vidéo pour l'utilisation par des personnes n'ayant pas la vue, pas ayant un handicap visuel. Alors, maintenant, depuis quelques années, sont apparus sur le marché tout un tas de petits composants électroniques très faciles de développer, qui s'appellent, c'est tout l'écosystème basé autour d'Arduino, mais maintenant, il y a aussi tout un tas d'autres processeurs, les ESP32, etc., des trucs de ce genre-là. Et ça, c'est un petit montage. Donc ça, c'est un montage qui est juste pour tester des diodes, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt en lui-même. Mais voilà, ce type d'électronique va permettre maintenant de faire des choses beaucoup plus fines que ce qu'on faisait à l'époque. Et avec Les Doigts qui rêvent, justement, on a commencé un projet il y a 3 ans maintenant qui consiste à... alors, c'est plus vraiment des jeux vidéo, c'est plus basé sur le livre, mais qui va consister justement, alors basé sur ce que j'ai dit au début, donc le fait que les formes ne signifient pas forcément grand-chose, et puis basé aussi sur les travaux d'une chercheuse en psycho qui est une étudiante en fait d'Édouard Gintaz, Danielle Valente, qui a travaillé sur la compréhension, disons, des images tactiles. Et ah oui, c'est un fichier Office, apparemment. Et alors elle a proposé un certain nombre d'idées qui consistaient à avoir attendez, si je fais 2 choses en même temps, j'ai plus, qui consistait à proposer des petits montages pour associer, pour faire des actions à l'enfant sur la page, de façon à mieux lui faire appréhender l'objet. Alors, je vais expliquer plus précisément ça si je retrouve le nouveau partage. Voilà. On va changer le partage et mettre celle-là maintenant. Donc ça, c'est un article que Daniel a publié avec Édouard Gintaz il y a quelques temps. Là, vous voyez une page là, bon, c'est peut-être... Alors voilà, donc l'idée ici, vous avez un certain nombre
d'action qui consiste à se balancer, à pédaler, à glisser sur un toboggan, à monter des escaliers, à faire du roller, à faire du trampoline. Et donc, on a des petits montages en papier donc elle a proposé ces petits montages en papier et puis elle a montré dans son papier justement que les enfants vont mieux s'approprier les contenus, ce qu'on veut leur montrer avec ce type de représentation. Et donc, à partir de ces représentations et avec l'idée de ces composants Arduino, là, tout l'écosystème avec les capteurs, il y a tout un tas de capteurs possibles. On a commencé à travailler à ce projet qui consiste à aller mettre à l'intérieur de la page des capteurs qui sont devenus microscopiques et à pouvoir implémenter un scénario de livre audio derrière. Et donc, là-dessus, j'ai travaillé avec des étudiants qui sont des étudiants de master d'électronique, qui étaient vraiment des électroniciens pur jus, pur fruit. Et comme le temps passe, je vais vous montrer simplement Alors, je vais vous montrer... Qu'est-ce que j'avais dit? Petite main se promène. Donc ça, c'est un premier proto qu'on avait fait. Ah oui, il est en... Hop. Où est-ce qu'il est le partage? Est-ce que je peux le partager? Alors là, il s'agit d'utiliser, de proposer à l'enfant d'agir avec ses doigts sur la page. Donc, il va mettre ses mains comme font souvent les enfants pour jouer sous la forme d'un petit personnage avec l'index et le majeur qui figurent les jambes. Hein, donc, il peut le déplacer comme ça. Et donc, on va lui dire sur la première page, par exemple, toi aussi, monte l'escalier avec les doigts. Et quand l'enfant va mettre ses doigts sur l'escalier pour monter, il va entendre les bruits de ses pas. Hein. Et donc, en fait, on essaye de retrouver ce qu'il est en train de faire sur la page et de l'enrichir avec du son. On a une deuxième page ici avec des fleurs qui vont faire du bruit quand on les touche. Une porte qui s'ouvre et qui va grincer quand on va ouvrir la charnière, quand elle va s'ouvrir. Hein. Ça, c'est fait avec un tissu qui, voilà, elle est fermée. Et puis, une petite souris qui est cachée derrière qu'il faut cacher derrière un rideau. Donc, la petite souris, elle contient un aimant, en fait, et puis il y a des capteurs à effet Hall derrière qui récupèrent le truc. Et puis, on a un petit peu de câblage qui est un peu compliqué, et puis un petit montage électronique qui pourrait se mettre dans la page. Donc, ça, c'était vraiment un premier prototype. Et je voulais juste vous montrer pour terminer où on en est là. Comment je sors? Ah oui. Hop. Et pour montrer comment on en est pour terminer, je ne vais peut-être pas en montrer deux. Donc, là, on a eu un autre étudiant qui a travaillé l'année dernière plus sur les effets capacitifs et donc de façon à pouvoir détecter en essayant de détecter où on se déplace sur une page avec un système de pavés tactiles qui permettent de savoir où est le doigt. Et puis, et alors par la suite, donc là, on a un financement du ministère de la Culture sur ce projet-là, qui est un projet qu'on va appeler livre tactile augmenté, puisqu'en fait, on va rajouter du son. Et on a on a eu un premier prototype, mais bon, là, je voulais montrer les deux, mais je vais montrer directement le produit final. On a eu un premier prototype qui a été fait par l'étudiant, avec vraiment le truc fait manuellement. Et puis, on est passé par un petit cabinet de conception de produits qui nous fabrique, là, avec des procédés pas industriels, mais disons semi-industriels, une petite série de livres qu'on va pouvoir tester cette fois-ci dans les écoles, parce que les livres tactiles électroniques faits par les étudiants directement
avait un gros défaut, c'était de solidité, c'est-à-dire que bon, il avait beau faire ce qu'il pouvait, les soudures, tout ça, ça tenait pas très très longtemps, et alors avec les gamins, ça c'était pas très possible. Et donc c'est pour ça qu'on est passé par ce studio, et enfin ce cabinet. Et donc ici, je vais vous montrer rapidement là où on en est. Donc ça a été, on a eu ça il y a un mois que c'est qui nous a livré ça. Nouveau partage. Alors, ouais, il est là. Il est là. Je vais partager le son avec. Bon, je vais passer le début où on montre l'interface. On s'en fout, l'interface informatique. Voilà. Alors, quand on ouvre les pages, quand on ouvre les pages, le changement de page est détecté. Je ne sais plus à quoi ça fait. Là, on a... Ah oui, celui-là, on a une fenêtre qui s'ouvre. Donc, quand on ouvre la fenêtre, on va entendre le bruit de l'extérieur. Là, on a un petit pantalon qu'on va pouvoir mettre sur les doigts pour renforcer l'idée de la représentation par un petit personnage. Voilà. Et quand il appuie, on entend des... C'est le pantalon de province, on va faire des ourlets. On peut même faire des ourlets sur le pantalon. Et puis là, on marche dans des flaques d'eau, etc. Voilà. 36, je vais arrêter là. Voilà un petit panorama des choses. Je suis désolé, c'était un peu décousu là parce que j'ai vraiment pas eu le temps de faire un diaporama. Ça aurait été mieux de mettre tout ça un peu de façon un peu plus compacte. Mais voilà. Je vous remercie.